Au milieu du luxe d'un restaurant sophistiqué, un jeune millionnaire de la technologie dîne en silence, perdu dans sa solitude. Dehors, une petite fille des rues observe, affamée, jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de s'approcher. D'une voix tremblante, elle surprend toute la salle en demandant « Je peux manger avec toi, papa ?» La réponse inattendue de cet homme solitaire amorce un voyage qui changera pour toujours le destin des deux. Le lundi soir enveloppait le restaurant la Villa d'Or de son élégance habituelle. Les lueurs dorées se reflétaient sur les coupes de cristal et le doux murmure des conversations se mêlait aux notes discrètes du piano qui résonnaient dans l'atmosphère. C'était un de ces endroits où chaque couvert coûtait plus qu'un SMIC, où les tables étaient réservées des mois à l'avance et où seuls les noms les plus importants de la ville parvenaient à obtenir une table sans attendre. Richard Auguste Beaumont ajusta le poignet de sa chemise italienne et jeta un nouveau regard sur l'assiette devant lui. Le risotto, aux truffes noires, restait intact, refroidissant lentement, tandis qu'il faisait glisser son doigt sur l'écran de son téléphone. Chiffres, graphiques, rapports financiers. Son entreprise de technologie financière venait de clôturer un nouveau trimestre spectaculaire, les actions grimpaient de manière constante, et les investisseurs le considéraient comme un génie des marchés. À 32 ans, Richard avait tout ce que la société définissait comme la réussite. Une fortune à 8 chiffres, un triplex dans le 16e arrondissement, des voitures importées et une reconnaissance internationale dans le monde des affaires. Mais là, à cette table pour deux où il dînait toujours seul, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. La solitude n'était pas seulement une compagne constante, c'était une présence étouffante qui le suivait depuis son appartement vide jusqu'aux réunions bondées de gens qui lui parlaient, mais ne le voyaient jamais vraiment. Richard était admiré, respecté, craint même, mais rarement véritablement aimé. Et cela, il le savait, même s'il ne l'admettait jamais, pas même à lui-même. Le serveur s'approcha discrètement. « Monsieur Beaumont, puis-je retirer votre assiette? Peut-être un dessert ?» Richard secoua négativement la tête, les yeux toujours rivés sur l'écran. Encore une analyse de marché, encore une projection de croissance. Sa vie était une succession infinie de chiffres qui montaient, mais à l'intérieur, il ne ressentait qu'un vide qui grandissait en même temps que son compte en banque. C'est alors qu'elle apparut. De l'extérieur du restaurant, pressant son petit visage sale contre la vitre, une fillette d'environ 7 ans observait le mouvement à l'intérieur avec de grands yeux curieux. L'uniforme de l'agent de sécurité de l'établissement se déplaça dans sa direction, mais elle fut plus rapide, s'éloignant en courant de l'entrée principale. Richard la remarqua par hasard, levant le regard de son téléphone juste au moment où elle disparaissait de son champ de vision. Gabrielle Dubois ne savait pas que ce jour changerait sa vie pour toujours. Pour elle, ce n'était qu'une soirée de plus à essayer de trouver quelque chose à manger après une journée entière passée avec seulement de l'eau et la moitié d'un pain rassis trouvé dans une poubelle voisine. Depuis 3 semaines, depuis que le dernier foyer temporaire l'avait renvoyée par manque de place, les rues de Paris étaient sa maison. Elle dormait dans des cages d'escalier, se lavait dans les toilettes publiques quand elle parvenait à y entrer sans se faire remarquer, et survivait grâce à la charité spontanée de personnes qui, occasionnellement, prenaient sa situation en pitié. Ce soir-là, le froid de novembre transperçait le petit gilet usé qu'elle portait. C'était un vêtement qui avait appartenu à sa mère, 3 tailles trop grand pour elle, mais qui gardait encore une trace de ce parfum bon marché que Martine utilisait quand elle partait travailler à l'aube. Gabrielle ne comprenait pas entièrement ce qui était arrivé à sa mère. Elle se souvenait d'une ambulance, de gens qui parlaient à voix basse, d'être emmenés au loin. Puis vinrent les foyers temporaires, les promesses non tenues d'une famille d'accueil, et finalement la rue, lorsque le système l'avait tout simplement oublié entre paperasse et bureaucratie. Son père, Joachim, avait disparu bien avant le départ de sa mère. Gabrielle gardait un vague souvenir de lui, un homme grand qui sentait l'alcool et qui criait beaucoup pendant la nuit. Une fois, il l'avait emmené au parc et lui avait acheté une glace, mais la semaine suivante, il avait disparu, ne laissant que des promesses vides et quelques vêtements oubliés dans l'armoire. Maintenant, en observant l'agitation du restaurant sophistiqué, Gabrielle sentait son estomac lui faire mal de faim. Elle avait essayé de demander de la nourriture dans l'aire de restauration du centre commercial plus tôt, mais les agents de sécurité l'avaient expulsée avant même qu'elle ne puisse s'approcher d'une table.
Elle avait aussi tenté de fouiller les poubelles des restaurants du quartier, mais n'y avait trouvé que des restes que même sa faim désespérée ne pouvait transformer en repas. La Villa d'Or semblait être un monde différent à travers ses fenêtres en verre. Les gens portaient de beaux vêtements, mangeaient dans des assiettes blanches étincelantes et semblaient vivre dans une réalité complètement éloignée de la sienne. Mais ce fut en voyant un homme dîner seul, pianotant sur son téléphone pendant que sa nourriture refroidissait dans son assiette, que quelque chose en elle bougea. Peut-être était-ce l'instinct, peut-être le désespoir, ou peut-être cette petite voix qui murmurait encore dans son cœur que tout espoir n'était pas perdu. Gabriel observa les agents de sécurité à l'entrée. Ils discutaient entre eux, distraits. C'était sa chance. Le cœur battant à tout rompre, elle rassembla tout le courage qu'elle put trouver et s'approcha de la porte principale. « Hé, petite, ce n'est pas un endroit pour toi !» La voix de l'agent de sécurité l'atteignit avant même qu'elle ne puisse toucher la poignée. « S'il vous plaît, monsieur, je veux juste parler à quelqu'un » murmura Gabriel, la voix tremblante non seulement de peur, mais d'un espoir fragile qu'elle osait à peine ressentir. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants des rues. Va-t'en avant que j'appelle la police. » Le ton était ferme, mais pas cruel. L'homme avait probablement déjà vécu cette situation plusieurs fois. Mais Gabriel ne bougea pas. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur l'homme solitaire à l'intérieur. Il y avait quelque chose en lui qui lui rappelait elle-même, une solitude qu'elle reconnaissait, une tristesse qui transcendait toute différence de classe sociale. Sans pouvoir expliquer ce qui la poussait, elle fit un pas vers la porte. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi entrer juste une petite minute. » L'agent de sécurité s'apprêtait à répondre quand un des serveurs s'approcha. « Marcel, quel est le problème ici ?»« Une gamine des rues qui veut entrer. Je lui ai déjà dit de partir. » Le serveur regarda Gabriel avec un mélange de compassion et de professionnalisme. « Écoute, ma petite, on comprend que tu as besoin d'aide, mais ce n'est pas l'endroit pour ça. Il y a un poste du CCS à 2 rues d'ici. Ils pourront mieux t'aider. »« Je ne veux pas l'aide du CCS, » répondit Gabriel, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Je veux parler à cet homme là-bas, juste 5 petites minutes. » Les 2 hommes suivirent la direction de son doigt pointé vers Richard, qui continuait d'être absorbé par son téléphone. « Mon enfant, ce monsieur est l'un de nos clients les plus importants. Il ne voudra pas être dérangé par... » Le serveur s'arrêta au milieu de sa phrase, réalisant la brutalité implicite de ses paroles. Mais Gabriel avait entendu des variations de ces mêmes mots toute sa courte vie. « Il a l'air triste, » dit-elle simplement. « Comme moi. » Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette observation qui toucha le serveur. Il regarda de nouveau Richard, remarquant peut-être pour la première fois la mélancolie qui émanait de cet homme prospère. « Écoute, tu restes ici avec moi, mais tu ne peux pas entrer. S'il sort, tu pourras essayer de lui parler dans la rue. D'accord ?» Gabriel hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais Richard. Elle savait avec cette certitude inexplicable que les enfants possèdent parfois que sa vie dépendait de ce moment. Elle ne savait pas encore quels mots elle utiliserait, ne savait pas s'il l'écouterait. Mais elle savait qu'elle devait essayer. À l'intérieur du restaurant, Richard éteignit finalement son téléphone et appela le serveur pour demander l'addition. Le mouvement fut remarqué par Gabriel, qui sentit son cœur s'accélérer à nouveau. C'était maintenant ou jamais. Pendant que le serveur allait chercher le terminal de paiement, elle se glissa par la porte entr'ouverte avec l'agilité que seuls les enfants des rues développent. « Petite !» cria l'agent de sécurité derrière elle, mais Gabriel était déjà à l'intérieur, marchant droit vers la table de Richard. Le restaurant tout entier sembla s'arrêter. Les conversations cessèrent au milieu des phrases, les fourchettes restèrent suspendues en l'air et tous les regards se tournèrent vers cette petite silhouette sale au milieu de l'élégance immaculée de la Villa d'Or. Richard leva les yeux de la carte de crédit qu'il préparait et vit Gabriel s'approcher de sa table. Elle paraissait encore plus petite sous les lumières du lustre, son gilet trop grand la faisant ressembler à une poupée abandonnée. Ses baskets trouées tenaient à peine à ses pieds et ses cheveux bruns étaient emmêlés, mais ce furent ses yeux qui le frappèrent. De grands yeux sombres, pleins d'une intelligence et d'une douleur qui ne devraient pas exister chez une enfant de 7 ans. « Monsieur, excusez-moi pour le dérangement. »
L'agent de sécurité arrivait déjà derrière elle, clairement embarrassé. « Elle nous a échappé, je vais la faire sortir tout de suite. » Mais Richard leva la main, faisant signe à l'homme d'attendre. Il y avait quelque chose dans cette situation qui l'intriguait. La fillette ne pleurait pas, ne mendiait pas, ne faisait pas de scandale. Elle était simplement là, debout, à quelques pas de sa table, avec une dignité silencieuse qui contrastait avec son apparence. « Comment t'appelles-tu » demanda Richard, sa voix brisant le silence tendu du restaurant. « Gabrielle, » répondit-elle, la voix basse mais claire. « Et que veux-tu, Gabrielle » La question resta en suspens pendant quelques secondes. Gabrielle regarda autour d'elle, remarquant tous les regards fixés sur elle, sentant le poids de l'attente et du jugement. Puis, elle regarda de nouveau Richard, et à cet instant, elle vit au-delà des vêtements chers et de l'air intimidant. Elle vit un homme seul, aussi perdu qu'elle, simplement dans un autre type de solitude. « Je peux manger avec vous, papa ?» demanda-t-elle, sa voix sortant dans un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, traversa tout le restaurant silencieux. La question tomba comme un coup de foudre. Les serveurs s'immobilisèrent, les clients s'échangèrent des regards choqués et curieux, et l'agent de sécurité fit un pas en avant comme pour intervenir physiquement. Mais ce fut Richard qui fut le plus choqué. Le mot « papa » le frappa comme un coup de poing à l'estomac, lui rappelant des rêves depuis longtemps abandonnés de famille, d'enfants, d'une vie qui avait un sens au-delà des chiffres sur des feuilles de calcul. Il étudia le visage de la fillette, cherchant une ressemblance, un indice que ce n'était qu'une sorte d'arnaque élaborée. Mais tout ce qu'il vit fut une enfant affamée qui avait choisi le mot le plus puissant qu'elle connaissait pour tenter de toucher le cœur d'un étranger. Le restaurant tout entier attendait sa réaction. L'attente était claire. Un homme de la position de Richard rejetterait cette approche, appellerait peut-être la police, ou sortirait simplement en ignorant la situation. C'est ainsi que le monde fonctionnait. C'est ainsi qu'il avait toujours fonctionné. Mais à ce moment-là, quelque chose en Richard se brisa, ou peut-être se répara. Il regarda la chaise vide en face de lui, celle qui était toujours vide lors de tous ses repas solitaires, et pour la première fois depuis des années, il imagina quelqu'un assis là. « Oui, tu peux t'asseoir, » dit-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Le choc dans le restaurant fut palpable. Des murmures commencèrent à se répandre entre les tables, mais Richard n'y prêtait plus attention. Ses yeux étaient fixés sur Gabrielle, qui semblait aussi surprise que tous les autres. « Vraiment ?» demanda-t-elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Vraiment. Assieds-toi ici. » Richard tira la chaise en face de lui. « Tu as faim ?» Gabrielle hocha la tête, encore hésitante, comme si elle s'attendait à une sorte de mauvaise blague cruelle. Mais quand elle s'assit sur la chaise moelleuse, quand elle sentit la texture de la nappe sous ses mains sales, la réalité commença à s'installer. Elle était vraiment là, assise à la table d'un homme qui aurait pu être son père dans un autre univers, dans une autre vie. « Garçon !» appela Richard, sa voix maintenant ferme et décidée. « Apportez le menu, enfant, et un plat de ce qu'elle voudra. » Monsieur Beaumont, s'approcha discrètement le maître d'hôtel. Peut-être serait-il préférable de « apporter la nourriture », l'interrompit Richard, sans quitter Gabrielle des yeux. Et un verre de jus d'orange aussi. Dans les minutes qui suivirent, le restaurant reprit progressivement son cours normal, mais avec un bourdonnement de fond sur la situation inhabituelle. Richard observait Gabrielle examiner le menu avec le même soin qu'il consacrait à d'importants rapports financiers. « Tu sais lire ?» demanda-t-il, véritablement curieux. « Un peu. Ma mère m'a appris quelques mots avant de... » Elle s'arrêta, ne terminant pas sa phrase. « Avant quoi ?» Gabrielle le regarda, évaluant si elle pouvait lui faire confiance. Il y avait quelque chose dans sa voix, une gentillesse qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre. Avant qu'elle ne parte au ciel, la simplicité de la réponse frappa Richard d'une manière qu'il n'attendait pas. Il se souvint de sa propre enfance, de sa propre mère décédée quand il avait 15 ans. Il se rappela comment le monde lui avait semblé vide après cela, comment il s'était renfermé sur lui-même et avait construit des murs autour de son cœur qu'il n'avait jamais complètement abattus. « Je suis désolé », dit-il, et pour la première fois depuis des années, l'expression sortit avec une sincérité absolue. Le serveur apporta le jus, et Gabrielle le but comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle goûtait quelque chose de sucré. C'était peut-être le cas.
Elle commanda un simple hamburger, mais quand la nourriture arriva, elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un banquet royal. « Depuis combien de temps es-tu seul ?» demanda Richard entre deux de ses bouchées. « Je ne sais pas trop. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas dormi dans un vrai lit. » Gabrielle s'essuya la bouche avec la serviette en tissu, essayant d'imiter les bonnes manières qu'elle observait aux autres tables. « Avant, j'étais dans des maisons, mais je devais toujours partir. »« Et ton père ?» Le visage de Gabrielle se ferma. « Il est parti quand j'étais toute petite. Ma mère disait qu'il ne savait pas s'occuper d'un enfant. » Elle s'arrêta, puis ajouta avec une maturité déconcertante « Je crois qu'il ne savait même pas s'occuper de lui-même. » Richard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il reconnaissait cette douleur, cette résignation précoce qui naît lorsqu'un enfant doit grandir trop vite pour survivre. Il se surprit à poser une question qu'il n'aurait jamais imaginé poser. « Où vas-tu dormir cette nuit ?» Gabrielle haussa les épaules. « Je trouverai un endroit. Je me débrouille toujours. » Sa réponse désinvolte sur quelque chose d'aussi fondamental que d'avoir un toit pour dormir remua quelque chose de primitif en Richard. Il regarda cette enfant assez courageuse pour entrer dans un restaurant de luxe et l'appeler papa, assez intelligente pour reconnaître la solitude chez un étranger et assez forte pour survivre seule dans la rue, et il prit une décision qui changerait leurs deux vies pour toujours. « Voudrais-tu dormir dans un vrai lit ce soir ?» Gabrielle arrêta de manger et le regarda avec méfiance. Elle avait appris dans la rue que les offres trop généreuses venaient généralement avec des prix trop élevés. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en échange ?» La question le prit au dépourvu. Il s'arrêta pour réfléchir et réalisa qu'il ne savait pas exactement pourquoi il faisait cette offre. Il savait seulement que l'idée de laisser Gabrielle retourner dans la rue, par cette nuit froide, le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Je ne veux rien en échange, » répondit-il honnêtement. « Je pense juste que chaque enfant devrait avoir un endroit sûr pour dormir. » Gabrielle l'étudia pendant un long moment, ses grands yeux essayant de déchiffrer si cet homme était sûr, si elle pouvait lui faire confiance, si ce n'était pas juste une autre promesse qui serait rompue. Mais il y avait quelque chose chez Richard, une tristesse familière qu'elle reconnaissait, qui lui faisait sentir que peut-être, juste peut-être, elle n'était plus complètement seule au monde. « Vous promettez que vous ne me ferez rien de mal ?» demanda-t-elle, la voix petite mais déterminée. « Je le promets », répondit Richard, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il fit une promesse qu'il savait qu'il tiendrait à tout prix. « Alors d'accord », dit Gabrielle, se remettant à manger avec un appétit qui mêlait faim physique et une faim émotionnelle dont elle ignorait même l'existence. Richard appela le serveur et demanda l'addition, puis prit son téléphone pour appeler son chauffeur. Pendant qu'il parlait au téléphone, expliquant qu'il devrait faire un arrêt pour acheter quelques affaires avant de rentrer chez lui, Gabrielle termina son repas et regarda autour du restaurant où elle avait osé entrer. Les gens l'observaient encore de temps en temps, mais maintenant avec curiosité plutôt qu'avec désapprobation. Quand ils sortirent du restaurant, le chauffeur de Richard, M. Antoine, un homme de 50 ans qui travaillait pour lui depuis 5 ans, ne put dissimuler sa surprise en voyant l'enfant. « Monsieur Richard, la demoiselle est... »« C'est Gabrielle, » répondit Richard, l'aidant à monter sur la banquette arrière de la berline noire. « Nous allons devoir faire quelques courses avant de rentrer. » Monsieur Antoine se contenta d'acquiescer. En 5 ans de service auprès de Richard, il avait appris que son patron était un homme de peu de mots et de nombreuses surprises, mais celle-ci serait certainement une histoire à raconter à sa femme en rentrant chez lui. Le premier arrêt fut dans un grand magasin encore ouvert. Richard acheta des vêtements de base pour Gabrielle, pyjama, sous-vêtements, 2 tenues décontractées, des chaussures adaptées à sa taille et des articles de toilette. Gabrielle le suivit en silence, encore en train de digérer la surréalité de la situation. « Choisis la brosse à dents que tu préfères », lui dit Richard dans le rayon hygiène. Gabrielle désigna une brosse rose avec des dessins de princesse. « Elle est trop chère ?» demanda-t-elle en regardant le prix. « Ne t'inquiète pas pour ça, répondit-il, plaçant la brosse dans le chariot avec du dentifrice pour enfants, du shampoing, de l'après-shampoing et du savon. Pendant tout le temps des achats, Gabrielle observait Richard avec une attention quasi scientifique, essayant de comprendre quel genre de personne était cet homme
qui avait répondu à sa demande désespérée avec une générosité qu'elle n'avait jamais connue. Il était gentil, mais réservé, attentionné, mais pas envahissant. Et il y avait en lui une mélancolie qui reflétait la sienne, comme s'ils naviguaient tous les deux dans des eaux solitaires très similaires. Quand ils arrivèrent enfin à l'immeuble de Richard dans le 16e arrondissement, Gabrielle leva les yeux vers la tour de verre et d'acier qui s'élevait vers les étoiles. C'était le genre d'immeuble qu'elle ne voyait que de loin, en marchant dans les rues, imaginant quel genre de personnes vivaient là-haut. L'appartement de Richard occupait les 3 derniers étages de l'immeuble. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur son hall d'entrée, Gabrielle resta bouche bée. L'espace était vaste, moderne, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur Paris illuminé. Mais malgré tout le luxe, il y avait quelque chose de vide dans l'atmosphère, comme si c'était plus une vitrine qu'un foyer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, marchant prudemment sur le sol en marbre, comme si elle avait peur de le casser. « Tu peux entrer, ne t'en fais pas, » dit Richard, remarquant son hésitation. « Madame Françoise !» appela-t-il. Une dame d'environ 60 ans apparut dans le salon, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle travaillait pour Richard depuis 3 ans, s'occupant du ménage et préparant occasionnellement ses repas. Quand elle vit Gabrielle, son expression s'adoucit immédiatement. « Madame Françoise, voici Gabrielle. Elle va rester ici cette nuit. Pourriez-vous lui préparer la chambre d'amis ?» Françoise regarda de Richard à Gabrielle et de nouveau à Richard, mais ses décennies d'expérience à s'occuper de patrons excentriques l'empêchèrent de poser des questions. « Bien sûr, monsieur Richard. Ma petite, as-tu déjà dîné ?»« Oui, merci, » répondit poliment Gabrielle, impressionnée par la gentillesse de la femme plus âgée. « Quel enfant bien élevé !» murmura Françoise, se dirigeant déjà vers la chambre d'amis. « Je vais tout te préparer comme il faut, mon amour. » Richard montra l'appartement à Gabrielle. Le salon avec son immense télévision, la bibliothèque avec des centaines de livres qu'il lisait rarement, la cuisine équipée qu'il utilisait rarement pour cuisiner, et enfin la chambre qui serait la sienne pour cette nuit. La chambre d'amis était plus grande que n'importe quel endroit où Gabrielle avait jamais dormi. Elle avait un lit double avec des draps blancs immaculés, une salle de bain privée et une fenêtre avec vue sur la ville qui brillait en bas comme une mer d'étoiles. « La salle de bain est juste pour toi, » expliqua Richard. « Il y a des serviettes propres et Madame Françoise a laissé du shampoing et du savon. Tu sais prendre ta douche toute seule. » Gabrielle hocha la tête, encore un peu étourdie par tout cela. « Vous n'allez pas changer d'avis pendant la nuit et me renvoyer. » La question le prit au dépourvu pour la 2e fois ce soir-là. « Je ne changerai pas d'avis, » promit-il. « Tu peux dormir tranquille. »« Et demain matin ?» Richard s'arrêta pour réfléchir. Il avait agi sur un coup de tête au restaurant, mu par une combinaison de solitude, de compassion et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait encore identifier. Mais maintenant, en regardant Gabrielle dans son appartement, portant les vêtements neufs qu'il lui avait achetés, il réalisa qu'il ne voulait pas que cela se termine le lendemain matin. « Demain matin, on en parlera, » dit-il, « mais tu ne retourneras pas à la rue, ça je peux te le promettre. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Gabrielle prit une douche chaude. Elle resta sous le jet jusqu'à ce que l'eau commence à refroidir, laissant la chaleur laver non seulement la saleté des rues, mais aussi un peu de la peur et de la tension constante qu'elle portait sur ses épaules. Quand elle sortit de la salle de bain vêtue de son nouveau pyjama, elle trouva Madame Françoise en train de faire le lit. « Ma petite, tu as besoin d'une bonne coupe de cheveux, » dit la dame avec affection. « Demain, je m'en occupe pour toi, d'accord ?» Gabrielle hocha la tête et s'allongea dans le lit moelleux. Madame Françoise l'aborda avec soin et lui embrassa le front avant d'éteindre la lumière. « Dors bien, mon ange. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, hein ?» Seule dans le noir, Gabrielle regarda par la fenêtre la ville en bas et pour la première fois depuis longtemps, se permit de rêver que sa vie pourrait peut-être être différente. De l'autre côté du mur, Richard était allongé dans son propre lit, mais ne parvenait pas à dormir. Il se demandait ce qu'il avait fait, quelle responsabilité il avait prise et pourquoi il se sentait plus vivant cette nuit-là que n'importe quelle autre de ces dernières années. À 2 heures du matin, il entendit un bruit léger venant de la chambre de Gabrielle. Inquiet, il se leva et se dirigea vers sa porte, frappant doucement.
Gabriel, tout va bien? Il entendit des sanglots étouffés et ouvrit doucement la porte. Elle était assise sur le lit, serrant ses genoux contre sa poitrine, pleurant tout bas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, s'approchant et s'asseyant sur le bord du lit. « J'ai rêvé de ma mère, » dit-elle entre deux sanglots. « Et quand je me suis réveillée pendant une seconde, j'ai oublié où j'étais. J'ai cru que j'étais encore dans la rue. » Richard sentit son cœur se serrer. Sans trop réfléchir, il tendit la main et lui toucha doucement les cheveux. « Tu n'es plus dans la rue. Tu es ici et tu es en sécurité. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, levant ses yeux rougis vers lui. « Pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Vous ne me connaissez même pas. » C'était une question à laquelle Richard n'avait pas de réponse complète. Il savait seulement qu'à partir de ce moment, protéger Gabriel était devenu la chose la plus importante de sa vie. « Parfois, on rencontre les gens qui ont besoin de nous au bon moment, » dit-il. « Et parfois, on a aussi besoin d'eux, même sans le savoir. » Gabriel le regarda pendant un long moment, puis fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle tendit sa petite main et toucha la sienne. « Merci de ne pas m'avoir renvoyé du restaurant. »« Merci d'être venu me parler, » répondit-il, réalisant que c'était absolument vrai. Cette nuit-là, Richard resta assis dans le fauteuil de la chambre jusqu'à ce que Gabriel se rendorme. Et tandis qu'il observait cette enfant courageuse se reposer enfin en sécurité, il sut que sa vie avait changé pour toujours. Il ne savait pas encore comment il allait s'y prendre, quelle démarche légale il devrait entreprendre, ni comment il expliquerait cela au monde. Il savait seulement qu'il ne pourrait plus imaginer son appartement vide, ses repas solitaires ou sa vie sans signification, sans avoir Gabriel à ses côtés. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne frénétique, des millions de personnes dormant, rêvant, luttant, survivant. Mais à l'intérieur de cet appartement au sommet de la ville, deux âmes solitaires avaient trouvé l'une en l'autre la promesse que peut-être, juste peut-être, personne n'avait besoin d'être seul pour toujours. Les premiers rayons de soleil du mardi matin pénétrèrent par la fenêtre de l'appartement de Richard, mais Gabrielle était déjà réveillée depuis 1 heure, assise sur son lit, observant la ville s'éveiller en bas. Elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit, vérifiant toujours si elle était encore au même endroit, si tout cela n'avait pas été qu'un rêve. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux et voyait le haut plafond, les meubles élégants, et sentait la douceur des draps, un mélange de soulagement et d'incrédulité l'envahissait. Madame Françoise frappa doucement à la porte à 7 heures du matin. « Ma petite, tu es réveillée? Monsieur Richard est déjà parti travailler, mais il a laissé un mot pour dire que tu peux prendre ton petit déjeuner et qu'il revient pour le déjeuner. » Gabriel s'habilla avec l'une de ses nouvelles tenues et trouva Françoise dans la cuisine, préparant un petit déjeuner qui ressemblait à un festin comparé à ce à quoi elle était habituée. Du pain frais et chaud, du beurre, de la confiture, du lait chocolaté, des fruits coupés en petits morceaux parfaits. « Assieds-toi là, mon amour, » indiqua Françoise en montrant un tabouret haut au comptoir de la cuisine. « Monsieur Richard a dit que tu aimais le jus d'orange. » En mangeant, Gabriel observait Françoise préparer le déjeuner. La femme travaillait avec une efficacité tranquille, assaisonnant la nourriture, faisant la vaisselle, gardant tout impeccable. C'était réconfortant d'assister à cette routine domestique, quelque chose que Gabriel avait oublié qui existait. « Madame Françoise, » dit-elle entre deux bouchées, « Monsieur Richard est toujours aussi seul ?» La question fit que Françoise arrêta de couper les légumes. Elle regarda Gabriel avec une expression maternelle que la fillette n'avait pas vue depuis longtemps. « Ah, ma fille, cet homme vit plus seul qu'un oiseau sans nid. Ça fait 3 ans que je travaille ici, et je ne l'ai jamais vu. Ramenez quelqu'un à la maison. Ni ami, ni petit ami, ni famille. Seulement le travail, le travail, le travail. » Elle secoua la tête avec tristesse. Un homme bon comme lui, avec tant à offrir, mais fermé comme une huître. « Vous croyez qu'il va me renvoyer ?» demanda Gabriel, l'insécurité transparaissant dans sa voix. Françoise laissa tomber son couteau et s'approcha de la fillette, posant ses mains sur ses petites épaules. « Ma petite, j'ai vu ses yeux hier quand il est arrivé ici avec toi. C'étaient des yeux différents. Il y avait une lumière que je n'avais jamais vue auparavant. Et ce matin, avant de partir au travail, il m'a donné une liste de choses à acheter pour toi. Plus de vêtements, des jouets, des fournitures scolaires. Un homme qui ne veut pas d'enfants à la maison
Ne fais pas de liste de jouets, mon ange. » Le soulagement que Gabrielle ressentit fut si intense qu'il la fit presque pleurer. Elle avait passé toute la matinée à essayer de se préparer psychologiquement à la possibilité de devoir retourner dans la rue, répétant mentalement comment elle remercierait pour la nuit d'hospitalité avant de partir. Entendre que Richard avait fait des plans qui incluaient sa présence était comme recevoir un cadeau inattendu. Ce matin-là, Françoise emmena Gabrielle au salon de coiffure au rez-de-chaussée de l'immeuble, où son amie Solange travaillait comme coiffeuse. La coupe de cheveux fut une transformation presque magique. Les mèches emmêlées et sans vie firent place à une coupe moderne et soignée qui révéla le visage délicat de Gabrielle, ses yeux expressifs et un sourire timide, mais sincère. « Mon Dieu, quelle jolie petite fille !» s'exclama Solange quand elle eut terminé. Elle était toute cachée sous ses cheveux. De retour à l'appartement, Françoise aida Gabrielle à essayer les nouveaux vêtements. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle portait des vêtements qui lui allaient parfaitement, qui étaient neufs, qui sentaient le magasin au lieu de sentir l'usure prolongée et le lavage insuffisant. Chaque nouvelle pièce qu'elle enfilait était comme revêtir une nouvelle version d'elle-même. « Maintenant, tu ressembles à une princesse », dit Françoise en ajustant un chemisier bleu qui mettait en valeur les yeux de Gabrielle. « Mais souviens-toi, ma fille, les beaux vêtements, c'est bien, mais ce qui rend une personne spéciale, c'est ce qui lie. Ah ici, dit-elle en pointant son cœur. Et tu as un cœur en or, ça, tout le monde peut le voir. » Richard arriva pour le déjeuner à 12h30 pile, comme il l'avait promis. Quand il vit Gabrielle, il s'arrêta à l'entrée du salon, clairement impressionné par la transformation. « Ouah !» dit-il, un sourire sincère apparaissant sur son visage. « Tu as l'air différente. »« Différente comment ? Différente en mal ?» demanda Gabrielle, encore peu sûre de sa nouvelle apparence. « Différente comme une fille qui a toujours été belle, mais maintenant, on peut le voir correctement, » répondit Richard, et pour la première fois, Gabrielle se sentit vraiment belle. Pendant le déjeuner, Richard observa Gabrielle manger avec moins d'anxiété que la veille. Elle gardait encore un morceau de pain dans sa poche, une habitude de celle qui n'est jamais sûre d'où viendra le prochain repas, mais elle était plus détendue, plus présente. « Gabrielle, » dit-il en posant sa fourchette sur son assiette, « je dois te parler de quelque chose d'important. » La fillette se tendit immédiatement, se préparant à entendre qu'elle devrait partir. « Ce n'est rien de mal, » s'empressa d'ajouter Richard, remarquant sa réaction. « C'est à propos de ton séjour ici, officiellement. »« Officiellement ? Pour que tu puisses rester ici pour de vrai, comme un membre de la famille, il y a des choses que nous devons faire. De la paperasse, parler avec certains organismes gouvernementaux, ce genre de choses. C'est compliqué, mais je connais un très bon avocat qui peut nous aider. » Gabrielle traita ces informations lentement. « Ça veut dire que vous voulez que je reste pour toujours ?» La question toucha au cœur du problème, que Richard avait évité d'affronter directement. Il savait que la décision d'accueillir Gabrielle avait été impulsive, motivée par des émotions qu'il ne pouvait même pas nommer complètement. Mais en la regardant à ce moment-là, voyant comment elle s'était épanouie en une seule nuit de soins et de sécurité, il réalisa qu'il n'y avait plus aucun doute dans son esprit. « Oui, je le veux, » dit-il, et les mots sortirent avec une certitude qui le surprit. « Si tu veux rester, je veux que tu fasses partie de ma famille. » Les yeux de Gabrielle se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur. « Je veux rester, » murmura-t-elle. « Je veux vraiment rester. » Cet après-midi-là, Richard annula toutes ses réunions et appela maître Henri Moreau, un avocat spécialisé en droit de la famille, qui avait effectué quelques travaux pour son entreprise par le passé. La conversation téléphonique fut éclairante et en même temps effrayante par la complexité du processus. « Richard, » expliqua maître Moreau de sa voix posée, « ce que vous proposez est techniquement possible, mais ce sera un processus long et complexe. Nous parlons d'abord d'une garde provisoire, puis d'une adoption potentielle. Cela impliquera les services de l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants, des assistants sociaux, des psychologues. Ils voudront enquêter sur votre vie, votre capacité à être père, la situation de l'enfant. »« Et combien de temps cela prend-il » demanda Richard, observant Gabrielle jouer avec quelques livres qu'il avait sortis de la bibliothèque pour elle. « Cela peut prendre quelques mois ou plus d'1 an. Cela dépend de nombreuses variables.
La première chose que nous devons faire est de régulariser sa situation immédiate. Une enfant de 7 ans ne peut pas simplement vivre avec vous sans documentation légale. Demain même, vous devez vous rendre aux services sociaux. Et s'ils pensent que je ne suis pas apte? Écoutez, Richard, je vais être franc avec vous. Vous êtes célibataire, financièrement aisé, sans casier judiciaire, avec un logement adéquat. D'un point de vue pratique, vous remplissez la plupart des critères. La question est, êtes-vous vraiment prêt à être père? Parce que ce n'est pas comme adopter un animal de compagnie. C'est assumer la responsabilité totale d'un être humain en formation. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez dans votre vie. La question résonna dans l'esprit de Richard pendant plusieurs heures après la fin de l'appel. Il n'avait jamais sérieusement envisagé d'avoir des enfants. Sa vie avait été construite autour du travail, du succès professionnel, de l'accumulation de biens. L'idée de la paternité lui avait toujours semblé incompatible avec ses objectifs et son style de vie. Mais en observant Gabrielle explorer son appartement avec une curiosité enfantine, posant des questions sur les livres, essayant de comprendre le fonctionnement de la télécommande, il réalisa que peut-être être prêt à être père était moins important que d'être disposé à apprendre. Le mercredi matin, Richard et Gabrielle se rendirent ensemble au service de l'aide sociale à l'enfance de leur arrondissement. Le bâtiment était simple, fonctionnel, sans le glamour des bureaux d'affaires où Richard se déplaçait habituellement. La salle d'attente était remplie de familles dans des situations diverses. Des parents essayant de récupérer la garde de leurs enfants, des couples souhaitant adopter, des enfants accompagnés d'assistants sociaux. Gabrielle s'agrippa à la main de Richard quand son nom fut appelé. « Tout ira bien », lui murmura-t-il, bien qu'il n'en soit pas absolument certain lui-même. L'assistante sociale qui les reçut était une femme d'âge mûr nommée Vera Leclerc, avec des cheveux grisonnants et des yeux qui semblaient capables de voir à travers les gens. Elle écouta l'histoire de Richard avec une expression neutre, prenant des notes occasionnelles, tandis que Gabrielle restait silencieuse à ses côtés. « Monsieur Beaumont, » dit Vera quand il eut fini d'expliquer la situation, « ce que vous avez fait est un acte de solidarité louable, mais je dois vous faire comprendre que la situation actuelle est irrégulière. Gabrielle est une mineure en situation de vulnérabilité, et légalement, elle devrait être sous la garde de l'État jusqu'à ce que sa situation familiale soit résolue. » Le cœur de Richard s'emballa. « Cela signifie qu'elle va devoir aller dans un foyer? Dans des circonstances normales, oui, mais... » Vera regarda Gabrielle, qui s'était recroquevillée sur sa chaise, considérant que l'enfant est visiblement bien soigné et que vous manifestez l'intérêt de formaliser la situation, nous pouvons travailler avec une ordonnance de placement provisoire immédiate. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que Gabrielle peut rester avec vous pendant que nous entamons le processus d'enquête pour une garde définitive, mais vous devrez vous soumettre à des entretiens, des visites à domicile, des évaluations psychologiques, et vous devrez inscrire Gabrielle à l'école immédiatement. Gabrielle leva la tête en entendant le mot « école ». Cela faisait plus de 2 ans qu'elle n'avait pas fréquenté une salle de classe régulièrement. « Je peux retourner à l'école » demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. « Bien sûr que tu peux, mon amour » répondit Vera avec un sourire maternel. Tout enfant a droit à l'éducation. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Richard dut complètement adapter sa routine. Lui qui était habitué à travailler 12 heures par jour, découvrit qu'avoir un enfant à la maison nécessitait une présence qu'il n'avait jamais jugée nécessaire. Gabrielle devait être emmenée pour acheter des uniformes scolaires, des fournitures. Elle passa des consultations médicales pour vérifier son état de santé général et dut passer des évaluations pédagogiques pour déterminer dans quelle classe elle serait inscrite. Le docteur Maurice Leroy, le pédiatre qui examina Gabrielle, parla en privé avec Richard après la consultation. Physiquement, elle va bien. Un peu en dessous du poids idéal pour son âge, quelques carences nutritionnelles qui peuvent être corrigées avec une alimentation adéquate. Mais, Richard, il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Cet enfant a subi des traumatismes importants. Je recommande fortement un suivi psychologique. Quel genre de traumatisme? Abandon, perte de sa mère, vie dans la rue.
Ce sont des expériences qui laissent des marques profondes sur la psyché d'un enfant. Elle aura besoin de patience, de compréhension et probablement d'une thérapie pour traiter tout ce qu'elle a vécu. Ce soir-là, Richard trouva Gabrielle assise par terre dans le salon, feuilletant un de ses livres de commerce. Elle ne pouvait pas lire la plupart des mots, mais elle examinait les figures et les graphiques avec concentration. « Qu'est-ce que tu essaies de comprendre là-dedans » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le tapis. « Je voulais savoir ce que tu fais comme travail, » répondit-elle. « Madame Françoise a dit que tu es très important et que tu as une grande entreprise. » Richard prit le livre et commença à expliquer en termes simples ce que faisait son entreprise. Gabrielle l'écoutait avec une attention que peu d'adultes consacraient à ses explications sur la technologie financière. « Tu aimes ce que tu fais ?» demanda-t-elle quand il eut terminé. La question le prit au dépourvu. C'était quelque chose que personne ne lui avait jamais demandé directement. Il avait toujours supposé qu'aimer ou ne pas aimer était sans importance. L'important était de réussir. « Je ne sais pas si c'est une question d'aimer, » répondit-il honnêtement. « C'est ce que je sais bien faire. » Ma mère disait que quand on aime ce qu'on fait, le travail ne ressemble pas à du travail, dit Gabrielle, répétant une phrase qu'elle avait probablement entendue des années auparavant. Dans cette simple réponse, Richard vit une sagesse qu'il avait perdue quelque part sur le chemin pour devenir ce qu'il était. La première semaine de Gabrielle à l'école fut une période d'adaptation intense pour tous les deux. Richard dut complètement réorganiser son emploi du temps pour l'emmener le matin et la récupérer l'après-midi. L'école privée qu'il avait choisie était réputée pour son excellence académique et son soutien aux élèves de différents horizons. La professeure de Gabrielle, Cécile Fournier, appela Richard le mercredi après-midi. « Monsieur Beaumont, j'aimerais vous parler de Gabrielle. Pouvez-vous passer ici quand vous viendrez la chercher ?» Le ton sérieux de la professeure fit craindre à Richard qu'il y ait un problème. Quand il arriva à l'école, il trouva Madame Fournier en train de préparer du matériel dans la salle de classe vide. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-elle en indiquant une petite chaise d'enfant. « Je veux vous parler de Gabrielle. »« Elle se comporte mal ?» demanda Richard, se préparant à devoir gérer des problèmes de discipline. « Au contraire, » sourit Madame Fournier. « Gabrielle est l'une des enfants les plus polis et intéressés que j'ai jamais eus dans ma classe. Mais j'ai remarqué quelque chose que je pense important que vous sachiez. » Elle ouvrit un dossier avec des dessins et des activités de Gabrielle. « Regardez ces dessins, » dit-elle en montrant des feuilles couvertes de figures colorées. Gabrielle dessine toujours les mêmes choses, des maisons avec des fenêtres brillantes, des familles réunies à table, des enfants jouant dans des jardins. Ce sont des dessins sur ce qu'elle désire, pas sur ce qu'elle a vécu. Richard étudia les dessins, remarquant l'attention que Gabrielle consacrait aux détails des maisons, toujours avec de nombreuses fenêtres éclairées. « Et il y a plus, » continua Madame Fournier. « Quand nous demandons aux enfants de parler de leur famille, Gabrielle hésite toujours. Elle parle de vous avec beaucoup d'affection, mais j'ai remarqué qu'elle a encore du mal à définir la place qu'elle occupe dans votre vie. Elle m'a demandé hier si elle n'était qu'une longue visite chez vous. » L'observation frappa Richard comme un coup de poing. Il s'était tellement soucié des aspects pratiques et légaux de la situation qu'il n'avait pas réalisé que Gabrielle ne se sentait pas encore complètement en sécurité quant à sa permanence. Ce soir-là, quand ils arrivèrent à la maison, Richard appela Gabrielle pour qu'elle s'asseye avec lui sur le canapé du salon. « Gabrielle, je dois te poser une question, et je veux que tu répondes avec la plus grande honnêteté. Es-tu heureuse ici ?» Elle hocha vigoureusement la tête. « Très heureuse. »« Et as-tu peur de quelque chose ?» La question fit baisser le regard de Gabrielle. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silence. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve, » dit-elle finalement. « Ou que tu te lasseras de moi et que tu me renverras. » Richard sentit son cœur se serrer. Il réalisa que toutes les paroles de réconfort qu'il avait données n'étaient pas suffisantes pour effacer des années d'instabilité et d'abandon de la vie de Gabrielle. « Tu sais quoi ?» dit-il en la rapprochant de lui. « Moi aussi, j'ai peur. » « De quoi ?»« J'ai peur de ne pas être un bon père pour toi. Je n'ai jamais été père avant, je ne sais pas comment ça marche. Mais tu sais ce que j'ai découvert. Avoir peur, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire qu'on se soucie de l'autre. » Gabrielle le regarda avec ses grands yeux sérieux. « Tu veux vraiment être mon père ?»
Je le veux plus que tout au monde, répondit Richard, et il réalisa que c'était absolument vrai. Et toi, tu veux que je sois ton père? Je le veux, murmura-t-elle, jetant ses bras autour d'eux, son cou dans une étreinte qui les surprit par l'intensité de l'affection. Dans cette étreinte, quelque chose se solidifia entre eux. Ce n'était plus seulement un acte de charité ou une impulsion de solitude. C'était la reconnaissance mutuelle qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre, non seulement de la compagnie, mais une famille. À partir de cette conversation, Richard commença à inclure Gabrielle de manière plus active dans les décisions de la maison. Ils choisirent ensemble comment décorer sa chambre, qui devenait maintenant officiellement la sienne de façon permanente. Gabrielle choisit un papier peint avec des étoiles et des nuages, et Richard engagea un décorateur pour transformer l'espace en une véritable chambre d'enfant, pleine de couleurs, de livres et de jouets. Le processus bureaucratique continuait d'avancer. Les visites de l'assistante sociale étaient régulières et chacune représentait une petite victoire. Solange Pratès, l'assistante sociale responsable du cas, rédigeait des rapports détaillés sur les conditions de vie de Gabrielle, son développement émotionnel et l'adaptation de Richard à son rôle de tuteur. « Monsieur Beaumont, dit-elle lors d'une de ses visites, puis-je vous poser quelques questions personnelles? Bien sûr. Vous n'avez jamais été marié. Vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant avant. Richard s'arrêta pour réfléchir à la réponse. Je n'ai jamais trouvé la bonne personne pour me marier. Et quant à avoir des enfants, je pense que je ne me suis jamais permis de le vouloir parce que j'ai toujours pensé que je ne serais pas bon à ça. Et qu'est-ce qui a changé? Il regarda Gabrielle, qui était dans le jardin d'hiver, en train de jouer avec les livres d'histoire pour enfants qu'il lui avait achetés. Connaître Gabrielle m'a fait réaliser que j'avais peut-être fui la possibilité d'aimer quelqu'un pour de vrai. Avec elle, impossible de fuir. Elle a besoin de moi et j'ai découvert que j'ai aussi besoin d'elle. Solange prit quelques notes et sourit. Je peux dire que l'affection entre vous deux est évidente. Gabrielle s'est beaucoup épanouie depuis qu'elle est ici. Elle est plus confiante, s'exprime mieux, se développe sur le plan scolaire. Vous faites un bon travail. Le compliment signifia plus pour Richard que toute reconnaissance professionnelle qu'il avait jamais reçue. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie de Richard et Gabrielle commença à avoir une routine que tous deux appréciaient. Les matins étaient consacrés au petit déjeuner ensemble. Richard l'emmenait à l'école en allant au travail, la récupérait en fin d'après-midi, et ils dînaient ensemble tous les soirs. Les week-ends étaient dédiés aux promenades, aux sorties au centre commercial, au cinéma, au parc. Un de ces samedis après-midi, ils étaient au jardin du Luxembourg quand Gabrielle posa une question que Richard n'attendait pas. « Pourquoi penses-tu que mon vrai père m'a abandonné ?» La question était chargée d'une douleur que Gabrielle montrait rarement. Richard s'arrêta de marcher et s'agenouilla devant elle. « Je ne sais pas, Gabrielle. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Cela ne veut pas dire que c'était de ta faute. Mais si j'avais été une meilleure fille... » « Non, » l'interrompit fermement Richard. « Tu es une fille parfaite. S'il n'a pas réussi à le voir, le problème venait de lui, pas de toi. Tu ne me feras jamais ça? Tu ne m'abandonneras jamais? » « Jamais, » promit Richard. « Tu es collé à moi maintenant. Tu ne peux même plus te débarrasser de moi si tu le voulais. » Gabrielle rit, mais Richard vit des larmes dans ses yeux. Il réalisa que prendre soin de Gabrielle ne consistait pas seulement à lui donner une maison, de la nourriture et une éducation. C'était aussi guérir de vieilles blessures, construire une confiance qui avait été brisée très tôt et lui apprendre qu'il était possible d'être aimé inconditionnellement. Ce soir-là, alors que Gabrielle dormait déjà, Richard s'assit dans son bureau et écrivit une lettre. C'était quelque chose que Maître Moreau avait suggéré, documenter ses pensées et ses sentiments pendant le processus d'adaptation. « Aujourd'hui, cela fait 2 mois que Gabrielle est arrivée dans ma vie, » écrivit-il. 2 mois qui ont tout changé de ce que je pensais savoir sur le bonheur, le but et l'amour. Elle n'a pas seulement apporté de la lumière dans ma maison, elle a donné un sens à mon existence. J'ai toujours pensé que le succès consistait à accumuler des choses, à atteindre des objectifs professionnels, à être admiré par des étrangers. Mais j'ai découvert que le succès, c'est de voir son sourire quand elle rentre de l'école. C'est d'entendre ses rires résonner dans les couloirs autrefois silencieux. C'est de savoir que quelqu'un a vraiment besoin de moi. Non, pas pour mon argent ou ma position, mais pour ce que je peux offrir en tant qu'être humain. Quand il eut fini d'écrire,
Richard regarda par la fenêtre la ville illuminée en bas. Il avait le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Il n'était plus seulement Richard, l'homme d'affaires prospère, il était Richard, le père de Gabrielle. Et cette nouvelle identité lui allait mieux que tout autre rôle qu'il avait jamais joué dans sa vie. De la chambre voisine lui parvint le son doux de la respiration de Gabrielle endormie. C'était un son qui était devenu la bande-son de son bonheur, la preuve vivante que sa vie avait trouvé un but qui transcendait tout succès matériel. En seulement 2 mois, il avait découvert qu'être père ne consistait pas à être préparé. Il s'agissait d'être présent. Et pour la première fois de sa vie, Richard était complètement présent pour quelqu'un qui comptait vraiment. 3 mois après leur rencontre au restaurant, la vie de Richard et Gabrielle avait trouvé un rythme confortable, rempli de petites joies quotidiennes. Les matinées commençaient par un petit déjeuner partagé, où Gabrielle racontait ses rêves de la nuit et Richard ses plans pour la journée. La fillette s'était complètement adaptée à l'école, se faisant des amis et excellant particulièrement en français et en art. Sa chambre était maintenant décorée exactement comme elle l'avait rêvé. Des murs étoilés, une étagère remplie de livres colorés, et des jouets rangés avec le soin de quelqu'un qui chérit chaque petite possession. Mais c'est par un matin ensoleillé de septembre que maître Moreau appela avec des nouvelles qui allaient changer le cours de leur vie. « Richard », sa voix était plus sérieuse que d'habitude, « je dois vous parler du dossier de Gabrielle. Pouvez-vous venir au cabinet aujourd'hui ? Il s'est passé quelque chose ?» demanda Richard, sentant son estomac se nouer. « Rien d'urgent, mais ce sont des informations importantes que nous devons discuter en personne. » Cet après-midi-là, Richard laissa Gabrielle avec Madame Françoise et se rendit au cabinet de l'avocat dans le centre de Paris. L'élégant immeuble de bureau contrastait avec la nervosité qu'il ressentait. En 3 mois, il s'était tellement habitué à la présence de Gabrielle dans sa vie que toute menace à cette stabilité le rendait anxieux. Maître Moreau le reçut dans son vaste bureau avec une vue sur les toits de Paris. Sur son bureau, il y avait un dossier jaune avec le nom de Gabrielle écrit à la main. « Asseyez-vous, Richard. J'ai des nouvelles concernant le père biologique de Gabrielle. » Richard sentit son cœur s'accélérer. « Il est apparu ?»« Pas exactement, mais nos recherches l'ont localisé. » Maître Moreau ouvrit le dossier et consulta quelques documents. Joachim Dubois, 41 ans, travaille actuellement comme aide-maçon à Dieppe, sur la côte normande. L'information flotta dans l'air pendant quelques secondes, tandis que Richard digérait ce que cela signifiait. « C'est-il que nous le cherchons ?»« Pas encore. Mais Richard, je veux que vous compreniez la situation juridique. Pour que l'adoption de Gabrielle soit finalisée sans complications futures, nous avons besoin de sa renonciation formelle à ses droits paternels. Si nous ne l'obtenons pas, le processus devient beaucoup plus complexe et long. Et s'il ne veut pas signer, c'est là toute la question. Selon la loi, il a des droits sur sa fille, même s'il l'a abandonnée. S'il décide de revendiquer ses droits, cela peut compliquer tout le processus. D'un autre côté, s'il signe volontairement la renonciation, la voie est libre pour une adoption plénière. » Richard se renversa sur sa chaise, sentant le poids de la responsabilité. L'idée qu'un étranger qui avait abandonné Gabrielle puisse avoir un quelconque pouvoir sur son avenir le dérangeait profondément. « Quelle est votre recommandation ?» demanda-t-il. « Je pense que nous devrions prendre contact, aller à Dieppe, lui parler, comprendre ses intentions. S'il n'a vraiment aucun intérêt à assumer sa paternité, il pourrait accepter de signer la renonciation sans problème. Mais je dois vous avertir, cela peut être émotionnellement complexe, tant pour vous que pour Gabrielle. Gabrielle doit-elle le savoir ? Maître Moreau examina la question avec soin. Elle devra le savoir à un moment donné. La question est quand et comment. Ma suggestion est que vous preniez d'abord contact avec le père, que vous voyiez quelle est la situation, et ensuite nous déciderons comment aborder le sujet avec elle. Ce soir-là, Richard rentra à la maison plus tard que d'habitude. Il trouva Gabrielle dans le salon, faisant ses devoirs sur la table basse, tout en regardant un dessin animé. La scène domestique et paisible contrastait avec la tourmente de ses pensées. « Salut, papa » dit-elle en courant pour l'embrasser. Au cours des derniers mois, elle avait commencé à l'appeler papa naturellement, sans cérémonie ni hésitation. Son étreinte serrée fit se demander à Richard s'il prenait la bonne décision en cherchant Joachim.
Une partie de lui voulait simplement laisser le passé enterré, protéger Gabriel de toute possibilité de rejet supplémentaire. Mais sa partie rationnelle savait que résoudre la question légale était le mieux pour son avenir. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Madame Fournier a dit que je m'améliore beaucoup en maths, » répondit Gabriel avec enthousiasme, « et regarde ce que j'ai dessiné pour toi. » Elle lui montra un dessin coloré. Une maison jaune avec des fenêtres bleues, un homme grand et une petite fille se tenant la main dans le jardin. En haut de la feuille, en lettres soignées, était écrit « Ma famille ». Richard sentit sa gorge se serrer. « C'est très joli, je vais le mettre sur le frigo. »« L'homme, c'est toi », expliqua Gabriel en montrant la figure masculine sur le dessin. « Et ça, c'est moi. Et regarde, j'ai aussi dessiné un chien. Tu penses qu'un jour on pourra avoir un chien ?»« Peut-être », répondit Richard, étudiant toujours le dessin. Dans la simplicité de l'art enfantin, il y avait un bonheur pur qu'il ne voulait pas voir menacé. Le week-end suivant, Richard décida de faire le voyage à Dieppe. Il dit à Gabriel qu'il avait un engagement professionnel et la laissa avec Madame Françoise, qui était devenue une sorte de grand-mère adoptive pour la fillette. Le trajet en voiture jusqu'à la côte normande dura environ 3 heures. Richard conduisit en silence, répétant mentalement comment il aborderait Joachim, quels mots il utiliserait, comment il expliquerait la situation sans paraître accusateur. Il savait qu'il était sur le point de rencontrer l'homme qui avait abandonné Gabriel, et il dut contrôler ses propres sentiments de colère pour se concentrer sur l'objectif principal, son bien-être. Dieppe était moins animé en cette fin de septembre, entre les vacances d'hiver et la saison estivale. Les plages comptaient quelques touristes, mais la ville conservait un rythme plus tranquille. Richard utilisa les informations que Maître Moreau lui avait fournies pour localiser le chantier où travaillait Joachim. C'était une construction résidentielle dans un lotissement près de la plage, un projet qui contrastait avec les maisons simples des habitants locaux. Il trouva Joachim pendant la pause déjeuner, assis à l'ombre d'un arbre avec d'autres ouvriers, mangeant sa gamelle et buvant un soda. Richard le reconnut immédiatement. Il y avait une ressemblance indéniable avec Gabriel dans les yeux et la forme du visage, bien que Joachim parût plus vieux que ses 41 ans, avec des cheveux déjà grisonnants et des mains marquées par le travail pénible. « Vous êtes Joachim Dubois » demanda Richard en s'approchant. « Du groupe. » Joachim leva les yeux, clairement surpris d'être abordé par un homme en costume-cravate dans cet environnement. « C'est moi. Pourquoi ?»« Je dois vous parler de votre fille, Gabrielle. » L'expression de Joachim changea complètement. La fourchette pleine de nourriture s'arrêta à mi-chemin de sa bouche et il regarda Richard avec un mélange de peur et de culpabilité. « Je n'ai pas de fille, » dit-il à voix basse, mais sans conviction. « Si, vous en avez une. Gabrielle Dubois, 7 ans, votre fille avec Martine Dubois. » Joachim laissa tomber sa gamelle et se leva, lentement. Les autres ouvriers, sentant la tension, s'éloignèrent discrètement, laissant place à la conversation. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Joachim, la voix légèrement tremblante. « Discutez. Vous pouvez m'accorder quelques minutes ?» Joachim hésita puis fit signe à Richard de le suivre vers un endroit plus isolé, loin des curieux. Ils marchèrent jusqu'à une petite jetée de pêcheurs, où ils s'assirent sur des bancs en bois usés. « Comment va-t-elle » demanda Joachim sans regarder directement Richard. « Elle va bien. Elle vit avec moi depuis 3 mois. »« Avec vous ? Qui êtes-vous » Richard expliqua toute l'histoire, la rencontre au restaurant, comment Gabriel était arrivé jusqu'à lui, la vie qu'ils avaient construite ensemble et son désir de l'adopter officiellement. Joachim écouta en silence, hochant parfois la tête ou se passant les mains sur le visage. « Elle a parlé de moi ?» demanda-t-il quand Richard eut terminé. « Quelquefois. Elle se souvient que vous êtes parti quand elle était petite. » Joachim ferma les yeux et resta silencieux pendant plusieurs minutes. Quand il reprit la parole, sa voix était chargée de douleur. « Je ne savais pas m'occuper d'elle. Après la mort de Martine, je n'arrivais même pas à m'occuper de moi-même. Je buvais trop, je pleurais toutes les nuits, je n'arrivais pas à travailler correctement. Gabriel me regardait avec ses grands yeux, attendant que je sache quoi faire, mais je ne savais rien. « Et c'est pour ça que vous êtes parti ?»« C'est pour ça que j'ai fui, » corrigea Joachim. «
J'ai fui comme un lâche. J'ai pensé qu'elle serait mieux sans moi qu'avec un père qui ne valait rien. Mais je pense à elle tous les jours. Absolument tous. Les jours. Richard sentit sa colère initiale se transformer en quelque chose de plus complexe. Ce n'était pas exactement de la compassion, mais une compréhension que la situation était plus nuancée qu'il ne l'avait imaginé. « Pourquoi n'avez-vous pas essayé de la retrouver plus tard ?»« Parce que j'avais peur, » répondit Joachim avec une honnêteté brutale. « Peur de découvrir qu'elle était dans le besoin par ma faute. Peur qu'elle me déteste. Et plus le temps passait, plus c'était difficile. Comment allais-je expliquer 2 ans d'abandon ? Elle ne vous déteste pas, dit Richard. Elle parle de vous sans colère, avec tristesse mais sans colère. Joachim se mit à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur son visage brûlé par le soleil. Elle était si petite et si intelligente, comme sa mère. Elle l'est toujours, et toujours aussi intelligente. Elle réussit très bien à l'école. Une bonne école ? Très bonne. Et elle est heureuse. Elle a des amis, une maison, quelqu'un qui prend soin d'elle. Joachim regarda Richard pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « Vous l'aimez vraiment ? Ce n'est pas juste de la pitié ? Je l'aime plus que tout au monde, » répondit Richard sans hésitation. « Elle a complètement changé ma vie. Elle m'a appris ce que c'est d'être père, ce que c'est d'aimer quelqu'un sans condition. Je ne pourrais plus vivre sans elle. » « Et elle ? Elle vous aime ? » « Je crois bien. Elle m'appelle papa. » Joachim sourit tristement. « Elle a toujours voulu un père qui tienne la route. Je n'ai jamais réussi à être ça pour elle. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, observant les bateaux de pêche tanguer sur l'eau. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda finalement Joachim. Richard sortit de sa poche les documents que Maître Moreau avait préparés. « Pour que je puisse adopter officiellement Gabrielle, j'ai besoin que vous renonciez à vos droits paternels. C'est une formalité légale mais importante pour son avenir. » Joachim prit les papiers et les examina sans vraiment comprendre le jargon juridique. « Si je signe ça, elle ne sera plus ma fille ?»« Légalement, oui. Mais Joachim. » Richard choisit ses mots avec soin. « Vous avez dit vous-même que vous ne pouviez pas être un père pour elle. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut l'être, quelqu'un qui le veut, et qui l'aimera et prendra soin d'elle pour le reste de sa vie. Et si je veux la voir, un jour ?» La question prit Richard au dépourvu. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. « Je ne sais pas. Il faudrait d'abord que j'en parle avec elle, que je vois ce qu'elle en pense. Mais pour l'instant, le plus important est de lui donner la stabilité dont elle a besoin. » Joachim plia les documents et les rangea dans la poche de sa chemise de travail. « Je peux y réfléchir un peu ?»« Bien sûr. Mais Joachim, » Richard se leva pour partir. « Pensez aussi à ce qui est le mieux pour elle, pas à ce qui est le plus facile pour vous. » Le retour à Paris fut long et contemplatif. Richard se sentait émotionnellement vidé par la conversation. Joachim n'était pas le monstre qu'il avait imaginé, mais un homme brisé, qui avait pris de mauvaises décisions dans un moment de profonde douleur. Cela rendait la situation plus complexe mais non moins nécessaire à résoudre. 3 jours plus tard, Joachim se présenta au cabinet de Maître Moreau à Paris. Il portait les meilleurs vêtements qu'il possédait, mais détonnait tout de même dans l'environnement élégant du cabinet d'avocat. « Je suis venu signer les papiers, » dit-il simplement. Maître Moreau le reçut professionnellement, expliquant chaque document et ses implications légales. À la fin du processus, Joachim demanda s'il pouvait écrire une lettre pour Gabrielle. « Pas besoin de la lui donner maintenant, » précisa-t-il, « mais quand elle sera plus grande, quand elle comprendra mieux les choses. Je veux qu'elle sache que je ne l'ai pas abandonnée parce que je ne l'aimais pas. Je l'ai abandonnée parce que je l'aimais, mais que je ne savais pas comment le montrer. » Maître Moreau accepta de conserver la lettre avec les documents du dossier. Ce soir-là, Richard rentra chez lui avec un mélange de soulagement et de mélancolie. La question légale était réglée, mais il devait maintenant décider quoi raconter à Gabrielle. Il la trouva dans la cuisine, aidant Madame Françoise à préparer le dîner. Elle était devenue une petite chef assistante, toujours curieuse des ingrédients et des recettes. « Papa, Madame Françoise m'apprend à faire des brigadeiros », annonça-t-elle avec enthousiasme. « Je peux t'en faire après le dîner ?»« Bien sûr, » répondit Richard, l'observant remuer la casserole avec une concentration totale. Plus tard,
Alors qu'ils étaient seuls dans le salon, Richard décida d'aborder le sujet avec précaution. « Gabriel, tu te souviens de ton père, d'avant ?» La question la fit arrêter de jouer avec les Legos qu'il lui avait achetés. « Un petit peu. Pourquoi ? Je voulais juste savoir si tu pensais à lui parfois. » Gabriel réfléchit sérieusement à la question. « Parfois. Mais je ne suis pas triste en pensant à lui. Je suis triste en pensant à maman, mais lui, je ne sais pas. C'est comme une personne que j'ai connue il y a très longtemps. Et si un jour tu savais où il est, tu aimerais le voir ? » « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne crois pas. Il m'a laissé quand j'avais besoin de lui, non ? Maintenant, je tais-toi. Toi, tu ne me laisseras jamais. » La simplicité de la réponse toucha profondément Richard. Pour Gabriel, la question était claire. Joachim faisait partie d'un passé douloureux qu'elle avait surmonté. Richard était son présent et son avenir. « Je ne te laisserai jamais, » confirma-t-il en la prenant dans ses bras. 2 semaines plus tard, Maître Moreau appela avec la nouvelle que Richard attendait. Le processus d'adoption était prêt pour la phase finale. La renonciation de Joachim avait été acceptée par le tribunal, et il ne leur restait plus qu'à attendre la date de l'audience finale. « Ce sera probablement le mois prochain », informa Maître Moreau. « Et Richard, la juge veut parler à Gabriel avant de prendre sa décision finale. C'est la procédure standard dans les cas d'adoption. » La nouvelle rendit Richard nerveux. L'idée que Gabriel soit interrogé par une juge sur sa décision d'être adopté l'inquiétait. Que va lui demander la juge? Rien de très complexe, principalement si elle est heureuse, si elle veut rester avec vous, ce genre de choses. Mais Richard, vous devez préparer Gabriel à ce moment. Elle doit comprendre ce qui se passe. Ce soir-là, Richard décida de tout expliquer à Gabriel. Ils s'assirent dans sa chambre, dans le fauteuil, où il avait l'habitude de lui lire des histoires avant de dormir. « Gabriel, tu te souviens quand je t'ai dit qu'on devrait régler quelques papiers pour que tu restes ici officiellement ? » « Je me souviens. »« Eh bien, le moment est venu. Il y a une juge qui veut te parler de ça. Et après, si tout se passe bien, tu seras officiellement ma fille, pour toujours. » Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « Vraiment ? Je vais être ta fille pour de vrai ? » « Tu es déjà ma fille pour de vrai. » Corrigea Richard. « Mais ce sera aussi sur le papier. Ton nom de famille sera le même que le mien, Gabriel Dubois-Beaumont. »« Gabriel Dubois-Beaumont, » répéta-t-elle, testant la sonorité. « J'aime bien. Et la juge va me poser des questions ? » ?»« Oui, mais ce sont des questions faciles. Elle veut juste être sûre que tu es heureuse et que tu veux rester avec moi. »« Bien sûr que je veux rester avec toi, » s'exclama Gabriel. « Tu es le meilleur papa du monde. » La semaine précédant l'audience, Richard n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Son esprit était constamment tourné vers ce qui se passerait au tribunal. Et si quelque chose tournait mal? Et si la juge décidait qu'il n'était pas apte? Et si Gabrielle devenait nerveuse et disait quelque chose qui serait interprété négativement? Madame Françoise, remarquant son anxiété, lui parla dans la cuisine en préparant le petit déjeuner. « Monsieur Richard, vous êtes plus nerveux qu'un marié avant la cérémonie. Détendez-vous. N'importe qui avec des yeux pour voir peut constater que vous vous aimez vraiment tous les deux. Et si quelque chose ne va pas? Rien n'ira de travers. Cette petite fille s'épanouit comme un tournesol au soleil quand elle est près de vous. Et vous, qui viviez ici comme une âme en peine, vous vous mettez maintenant à fredonner dans la maison. Vous êtes une famille depuis longtemps. Maintenant, il ne reste plus qu'à officialiser les choses. » Le matin de l'audience arriva par une journée ensoleillée d'octobre. Richard enfila son plus beau costume et Gabrielle portait une robe bleue qu'ils avaient achetée spécialement pour l'occasion. Sur le chemin du palais de justice, elle lui tenait fermement la main. « Papa, tu crois que la juge va m'aimer? Elle va t'adorer, c'est impossible de ne pas t'aimer. » Le palais de justice de Paris sur l'île de la Cité était un bâtiment imposant, plein de couloirs et de gens allant et venant avec des documents. Maître Moreau les rejoignit à l'entrée et les accompagna jusqu'à la salle d'audience. Madame la juge Hélène Marchand était une femme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant. Son bureau était moins intimidant que Richard ne l'avait imaginé, avec quelques plantes et des livres qui le rendaient plus accueillant. « Alors, c'est toi, Gabriel, » dit-elle en indiquant une chaise près de son bureau. « Tu peux t'asseoir ici, près de moi ?» Gabriel obéit,
un peu timide mais sans peur. Richard resta assis un peu plus loin, avec maître Moreau. « Gabriel, sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui » demanda madame Marchand d'une voix douce. « Oui, pour que monsieur Richard soit mon papa pour de vrai sur le papier aussi. »« Et tu veux qu'il soit ton père ?»« Je le veux. Il est déjà mon père depuis longtemps. Maintenant, on va avoir le même nom de famille. » La juge sourit. « Raconte-moi comment est ta vie avec Richard. » Pendant 20 minutes, Gabriel raconta sa routine. L'école, les week-ends au parc, les histoires que Richard lui lisait avant de dormir. Comment madame Françoise était devenue une grand-mère spéciale. Leur projet d'adopter un chien. « Et tu es heureuse ?» demanda madame Marchand à la fin. « Très heureuse. Avant, je n'avais pas de vraie maison, personne pour s'occuper de moi. Maintenant, j'ai tout ça, et j'ai un papa qui m'aime. Comment sais-tu qu'il t'aime ?» Gabriel réfléchit un instant. « Parce que quand je suis malade, il s'inquiète. Quand je raconte une mauvaise blague, il rit quand même. Et quand je fais un cauchemar, il vient dans ma chambre et reste avec moi jusqu'à ce que je me rendorme. C'est ce que fait un papa qui aime, n'est-ce pas ?» La simplicité et la sincérité de la réponse touchèrent tout le monde dans la pièce. Madame Marchand posa quelques questions à Richard sur ses motivations et ses projets d'avenir, mais il était clair que sa décision était déjà prise. « Bien, » dit-elle finalement. « J'ai rarement vu un cas où il est si évident qu'un père et une fille se sont trouvés exactement au moment où ils en avaient besoin. Richard, vous êtes officiellement autorisé à adopter Gabriel Dubois, qui s'appellera désormais Gabriel Dubois-Beaumont. » Elle frappa de son marteau, puis se leva pour leur serrer la main à tous les deux. Félicitations à la nouvelle famille. À l'extérieur du tribunal, Gabriel courut vers Richard et se jeta dans ses bras. « Maintenant, je suis ta fille pour de vrai. Tu as toujours été ma fille pour de vrai, » répondit-il en la faisant tournoyer dans les airs. « Maintenant, tout le monde le sait aussi. » Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête à la maison. Maître Moreau, madame Françoise et quelques amis proches de Richard se réunirent pour célébrer. Gabrielle portait un badge improvisé sur lequel elle avait écrit « Fille officielle de Richard » et ne cessait de le montrer à tous les invités. Quand les invités furent partis et que Gabrielle alla enfin se coucher, Richard s'assit sur le balcon de l'appartement, regardant la ville en bas. Il pensa au chemin qu'ils avaient parcouru, de la question inattendue d'une enfant affamée au restaurant à ce moment de plénitude familiale. Il se souvint de Joachim, espérant qu'il avait trouvé une certaine paix en sachant qu'il avait fait ce qu'il fallait pour Gabriel. Il pensa à la façon dont sa vie avait complètement changé, comment il avait découvert une capacité à aimer qu'il ne soupçonnait même pas. De la chambre de Gabriel parvint une voix basse. « Papa, tu es là ?»« Je suis là, » répondit-il en entrant dans la chambre. « Tu n'arrives pas à dormir ?»« Si, je voulais juste te remercier. » « Me remercier pourquoi ? De m'avoir laissé m'asseoir à ta table ce soir-là, de m'avoir ramené à la maison, d'être devenu mon père. » Richard lui embrassa le front et ajusta la couverture. « Merci à toi d'avoir eu le courage de me demander si tu pouvais manger avec moi. Tu as changé ma vie pour le mieux. »« On a changé la vie l'un de l'autre, » dit Gabrielle, déjà somnolente. « C'est vrai. Maintenant, dors, ma fille. »« Bonne nuit, papa. » « Bonne nuit, Gabrielle. » Alors qu'elle s'endormait, Richard resta quelques minutes de plus à l'observer. Demain serait un jour ordinaire, école, travail, routine familiale. Mais ce serait le premier jour où elle serait officiellement sa fille, et il savait que chaque jour à venir serait une occasion d'honorer la confiance qu'une enfant courageuse avait placée en lui cette nuit lointaine au restaurant, lorsque deux solitudes s'étaient rencontrées et avaient découvert qu'ensemble, elles pouvaient former une véritable famille. Un an s'était écoulé depuis cette audience mémorable au palais de justice de Paris. Gabriel Dubois-Beaumont, désormais âgé de 8 ans, avait grandi non seulement en taille, mais aussi en confiance, en joie et en une sécurité émotionnelle qui irradiait de chacun de ses mouvements. Ses yeux, qui avaient un jour porté le poids de l'incertitude et de la peur, brillaient maintenant de la lumière d'une enfant qui savait exactement où était sa place. Ce samedi matin-là, elle se réveilla avant le réveil, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait quelque chose de spécial de prévu. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire, c'était le premier anniversaire de son adoption officielle,
une date qu'ils avaient décidé de célébrer comme le jour de notre famille. Plus important encore, c'était aussi le jour où ils iraient enfin au refuge pour choisir le chien qu'ils s'étaient promis des mois auparavant. Richard se réveilla avec l'odeur du café préparé dans la cuisine et le son feutré de Gabriel discutant avec Madame Françoise. Quelque part au cours de cette année, il avait cessé de se réveiller seul. Même lorsque Gabriel n'entrait pas physiquement dans sa chambre le matin, sa présence était palpable dans toute la maison. Ses dessins sur le réfrigérateur, les livres éparpillés dans le salon, le son de son rire résonnant. Dans les couloirs autrefois silencieux. « Bonjour, papa !» Gabriel lui sauta pratiquement dessus lorsqu'il apparut dans le salon, déjà habillé et coiffé. « Madame Françoise a fait des crêpes spéciales pour notre journée. »« Bonjour, ma princesse !» répondit Richard, recevant l'étreinte chaleureuse qui était devenue sa façon préférée de commencer la journée. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui. »« C'est parce que j'ai rêvé du petit chien. C'était un Golden Retriever, comme celui du film qu'on a regardé. Et il avait un nom, Bento. » Richard rit. Au cours des derniers mois, Gabriel avait rêvé de chiens de toute race, couleur et taille. Chaque rêve était accompagné de noms soigneusement choisis et de caractéristiques détaillées qu'elle notait dans un carnet spécial. Pendant le petit déjeuner, alors qu'ils mangèrent les crêpes de Madame Françoise nappées de miel et de fruits, Richard observait sa fille planifier la journée avec enthousiasme. Elle avait préparé une liste de questions à poser au refuge, fait des recherches sur les soins à apporter aux animaux, et même dessiné à quoi ressemblerait le coin du futur animal de compagnie dans l'appartement. « Papa, tu penses que le chien m'aimera dès la première fois qu'il me verra ?»« J'en suis certain, » répondit Richard. « Tu as un don spécial pour que n'importe qui tombe amoureux de toi. » La réponse fit sourire Gabriel, mais son visage devint ensuite pensif. « Tu sais à quoi je pensais ce matin ? » ?»« À quoi ? Tu te souviens de cette nuit au restaurant, quand je t'ai demandé si je pouvais manger avec toi ?» Richard hocha la tête. Cette nuit était devenue une sorte de jalon dans leur conversation, un point de référence auquel ils revenaient tous, deux occasionnellement, comme s'il était important de se rappeler comment tout avait commencé. « Je me souviens. Pourquoi tu y penses ?»« Parce qu'hier, à l'école, la maîtresse a demandé à toute la classe de parler d'un moment qui a changé notre vie, et j'ai parlé de cette nuit-là. » Gabriel fit une pause, mangeant un morceau de crêpe. Alors, Mariana m'a demandé si j'avais eu peur en entrant dans le restaurant, et j'ai dit que oui. Mais ensuite j'ai pensé, si je n'avais pas eu le courage ce jour-là, on ne se serait jamais connu. Cette observation toucha profondément Richard. « Et tu regrettes d'avoir eu du courage ?»« Jamais !» s'exclama Gabriel. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Mais parfois je me demande, et si tu avais dit non ? Et si tu m'avais renvoyé ?» Richard arrêta de manger et la regarda droit dans les yeux. « Tu veux savoir quelque chose ? Je ne te l'ai jamais dit, mais cette nuit-là, avant que tu n'apparaisses, je me sentais la personne la plus seule au monde. Je venais de regarder mon assiette, refroidir en pensant que c'était ça ma vie. Tout était cher, tout était beau mais vide. Vraiment ? Vraiment. Alors quand tu es arrivé et que tu as posé cette question, c'est comme si l'univers m'avait envoyé exactement la personne que je devais rencontrer. Tu ne m'as pas seulement sauvé parce que tu avais besoin d'aide. Tu m'as sauvé parce que moi aussi j'avais besoin d'aide, sauf que je ne le savais même pas. » Gabrielle resta silencieuse quelques minutes, digérant cette information. « Alors on s'est sauvés l'un l'autre ?» ?»« Exactement. » Après le petit déjeuner, ils se préparèrent à sortir. Richard enfila une tenue décontractée, un jean et un polo, quelque chose qu'il n'aurait jamais porté un samedi avant l'arrivée de Gabrielle dans sa vie. Elle avait transformé non seulement ses priorités, mais aussi sa relation avec le temps libre. Les week-ends n'étaient plus des périodes vides à combler par le travail, c'étaient des occasions de créer des souvenirs. Le refuge était situé dans la banlieue sud de Paris, une installation vaste et bien entretenue, spécialisée dans le sauvetage et le soin des animaux abandonnés. Gabrielle avait insisté pour qu'ils choisissent un chien qui avait aussi besoin d'une famille, faisant preuve d'une empathie qui ne cessait de surprendre Richard. « Bienvenue au refuge des anges », les accueillit la bénévole Marie-France à l'entrée. « Vous devez être Richard et Gabrielle. Nous nous sommes parlé au téléphone hier. »« C'est exact », confirma Richard. « Gabrielle est impatiente de rencontrer les chiens. »« Super. On commence par les chiots, ou vous préférez voir les chiens plus âgés aussi ?»« Tous !»
répondit Gabriel sans hésiter. « Je veux tous les rencontrer. » L'heure suivante fut une véritable séance de thérapie canine. Gabriel s'assit par terre dans chaque enclos, laissa chaque chien la renifler, leur parla à voix basse et analysa leur personnalité avec le sérieux d'une experte en comportement animal. C'est en arrivant à l'enclos du fond qu'elle s'arrêta. Là se trouvait un chien de taille moyenne, au pelage doré et aux yeux marrons, assis calmement dans un coin de sa cage. Il était clairement plus âgé que les chiots. Marie-France expliqua qu'il avait environ 3 ans. Et il y avait dans sa posture quelque chose qui suggérait une dignité silencieuse. « Quelle est son histoire ?» demanda Gabriel en s'approchant de la grille. « Lui, c'est Thor. Il est arrivé ici il y a 6 mois. Son ancien propriétaire a dû déménager à l'étranger et n'a pas pu l'emmener. Il est très docile, déjà éduqué, génial avec les enfants. Mais les gens choisissent toujours les chiots. » Gabriel ouvrit l'enclos et s'assit par terre. Thor s'approcha lentement, renifla sa main, puis se coucha à côté d'elle, posant sa tête sur les genoux de la fillette. Ce fut un moment de connexion instantanée qui fit sourire Richard. « Je crois qu'on a trouvé notre chien, dit-il. Il est parfait, acquiesça Gabriel en caressant la tête de Thor. Lui aussi, il cherche une nouvelle famille, comme moi avant. Les papiers de l'adoption, cette fois-ci de Thor, furent rapidement remplis. Marie-France fut visiblement émue en voyant la connexion entre la fillette et le chien. « Vous lui avez sauvé la vie », dit-elle à Richard, pendant que Gabriel jouait avec Thor à l'extérieur. « Les chiens plus âgés sont rarement adoptés. Ils seraient restés ici pour toujours. »« En fait, » observa Richard en regardant sa fille apprendre des tours aux nouveaux membres de la famille, « je crois que c'est lui qui nous a sauvés. Gabriel voulait vraiment un frère. » De retour à la maison, Thor s'adapta immédiatement à l'appartement, comme s'il y avait toujours vécu. Gabriel passa le reste de l'après-midi à lui montrer chaque pièce, à lui expliquer les règles de la maison et à le présenter à Madame Françoise, qui tomba immédiatement amoureuse de son petit-fils à 4 pattes. « Maintenant, notre famille est complète », annonça Gabriel pendant le dîner, avec Thor couché à ses pieds. « Il y a moi, il y a toi, il y a Madame Françoise qui est comme une grand-mère, et il y a Thor qui est mon frère chien. » Cette nuit-là, après que Gabriel se fut endormi, avec Thor installé dans un nouveau panier à côté de son lit, Richard s'assit sur le balcon de l'appartement, réfléchissant à l'année écoulée. Les changements dans sa vie étaient visibles dans chaque coin de la maison. Des photos de Gabriel sur les murs, des jouets rangés dans des paniers colorés, une étagère entière dédiée aux livres pour enfants, et maintenant les accessoires de Thor éparpillés dans le salon. Mais les transformations les plus profondes étaient invisibles. Richard avait découvert que le véritable succès ne se mesurait pas en chiffres sur des rapports financiers, mais dans le sourire de sa fille quand elle rentrait de l'école. Il avait appris que le leadership ne consistait pas seulement à commander des équipes, mais à être le genre d'exemple qu'un enfant pouvait suivre. Et surtout, il avait compris que l'amour n'était pas un sentiment que l'on trouvait tout fait. C'était quelque chose que l'on construisait chaque jour par de petits gestes, une patience infinie et le courage de toujours mettre une autre personne en premier. Quelques mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de printemps, Richard reçut un appel inattendu à son bureau. « Monsieur Beaumont, ici le collège Saint-Germain. Gabrielle va bien, mais nous aimerions que vous veniez. Il y a quelque chose qu'elle voudrait vous montrer. » Le cœur de Richard s'accéléra, mais la secrétaire le rassura rapidement. « C'est une bonne chose, monsieur. Une très bonne chose. » Quand il arriva à l'école, il trouva Gabrielle dans le bureau de la directrice, sautillant presque d'impatience, un petit diplôme à la main. « Papa, j'ai gagné le prix de la meilleure élève de CE2. » La directrice, Madame Carmen Lefebvre, expliqua que Gabrielle s'était distinguée non seulement par ses excellentes notes, mais aussi par la façon dont elle aidait ses camarades en difficulté, sa participation au projet de solidarité de l'école et sa rédaction sur la famille, qui avait profondément touché tous les professeurs. « Je peux te lire ma rédaction ?» demanda Gabrielle, dépliant déjà une feuille de papier. « Bien sûr. » D'une voix claire et fière, elle lut « Ma famille est spéciale parce qu'elle a été choisie pas née. Mon père m'a trouvé quand j'avais le plus besoin d'un papa, et je l'ai trouvé quand il avait le plus besoin d'une fille. On s'est appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang, mais ceux qui partagent le même amour. Et notre amour est si grand qu'il en est même resté un peu pour Thor, notre chien. J'ai appris que lorsque 2 personnes prennent vraiment soin l'une de l'autre,
elles deviennent une famille. Et quand une famille ouvre son cœur, il y a toujours de la place pour plus de monde. Richard sentit ses yeux s'embuer de larmes. Dans la simplicité des mots de sa fille, il y avait une sagesse sur l'amour et l'appartenance que de nombreux adultes mettaient une vie entière à comprendre. Ce soir-là, ils firent une petite célébration à la maison. Madame Françoise prépara le gâteau préféré de Gabriel, chocolat et fraises, et ils dînèrent sur le balcon, regardant le soleil se coucher sur Paris. Thor dormait paisiblement à côté de la table, déjà complètement intégré à la routine familiale. « Papa, » dit Gabriel en jouant, « avec son diplôme. Tu te souviens quand tu m'as demandé ce que je voulais faire quand je serais grande? Je me souviens. Tu avais dit que tu y réfléchissais encore. Maintenant, je sais. Je veux aider les enfants qui étaient comme moi avant. Je veux travailler dans un endroit qui s'occupe des enfants qui n'ont pas de famille. Comme une assistante sociale? Oui, c'est ça. Ou dans une école spéciale, ou dans un endroit qui apprend aux parents comment être des parents. » Elle fit une pause, réfléchissant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants perdus, et il y a beaucoup d'adultes comme toi qui savent s'occuper des autres, mais qui n'ont pas d'enfants à s'occuper. Je veux réunir ces deux types de personnes. La maturité de son observation impressionna Richard. Gabriel avait transformé sa propre expérience d'abandon et de rejet en compassion et en désir d'aider les autres. « Tu penses que je serai doué pour ça? »« Je pense que tu seras excellente. Tu as le cœur qu'il faut pour aider les gens. » Quand décembre arriva, Richard et Gabriel décidèrent de faire quelque chose de spécial pour marquer la fin de cette année de transformation. Ils retournèrent à la Villa d'Or, le restaurant où tout avait commencé. Le maître d'hôtel les reconnut immédiatement. « Monsieur Beaumont, comment allez-vous? »« Nous allons très bien, Charles. Voici ma fille, Gabrielle. »« La même petite fille? »« La même, » sourit Richard. « Sauf que maintenant, c'est officiellement ma fille. » Ils furent conduits à la même table où ils s'étaient assis cette nuit mémorable 18 mois plus tôt. Le restaurant était décoré pour Noël, avec des lumières dorées, qui créaient une ambiance encore plus chaleureuse. « C'est bizarre d'être de retour ici, » observa Gabriel en regardant autour d'elle. « On dirait que c'était il y a très longtemps et hier en même temps. Comment te sens-tu? » « Heureuse, et un peu fière aussi, parce que j'ai été courageuse ce jour-là. » Pendant le dîner, ils se remémorèrent le chemin parcouru ensemble, les premiers jours nerveux, les découvertes mutuelles, les défis du processus d'adoption, les petites victoires quotidiennes qui avaient construit leur famille. « Papa, je peux te poser une question un peu bête? Vas-y. Si tu pouvais remonter le temps et changer quelque chose dans notre histoire, tu le ferais? » Richard réfléchit sérieusement à la question. Le chemin avait été difficile à bien des égards. Les incertitudes juridiques, ses craintes quant à sa capacité à être un bon père, les nuits blanches lorsque Gabriel faisait des cauchemars, les moments de doute sur ses décisions. « Je ne changerai rien, » répondit-il finalement, « parce que tout ce que nous avons traversé ensemble nous a amenés exactement là où nous devions être. Moi non plus, je ne changerai rien, même pas les jours difficiles, parce qu'ils nous ont rendus plus proches. » À la fin du dîner, le serveur apporta un dessert spécial, un petit four avec une petite bougie. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Gabriel. « Le personnel de la cuisine a voulu célébrer l'anniversaire de votre famille. Votre histoire est célèbre ici au restaurant. » Gabriel fit un vœu silencieux et souffla la bougie. « J'ai souhaité qu'on soit toujours aussi heureux. »« Toujours, » promit Richard. En sortant du restaurant ce soir-là, ils marchèrent lentement vers la voiture, profitant de l'air frais de décembre. La rue était animée par les achats de Noël, des familles se promenant, des couples amoureux. C'était la vie normale d'une grande ville, mais pour Richard et Gabriel, c'était aussi une célébration silencieuse d'avoir trouvé leur place dans le monde. « Papa? Oui? Merci de m'avoir laissé m'asseoir à ta table cette nuit-là. Merci à toi d'avoir eu le courage de le demander. On s'est fait du bien l'un à l'autre, n'est-ce pas? On s'est fait le plus grand bien qu'on pouvait se faire, » acquiesça Richard. « On s'est trouvé. » Sur le chemin du retour, avec Gabriel endormi sur le siège passager et Thor les attendant probablement avec impatience, Richard conduisit à travers les rues illuminées de Paris en pensant à la façon dont une seule question avait changé deux vies pour toujours. « Je peux manger avec vous, papa ?» n'avait pas été seulement une demande de nourriture ou de compagnie, c'était un appel à l'amour, à l'appartenance et à une seconde chance.
et il y avait été répondu de la seule manière possible, avec le cœur complètement ouvert. Quand ils arrivèrent à la maison, Richard porta Gabrielle endormie jusqu'à sa chambre, l'aida à se changer sans la réveiller complètement et l'aborda avec soin. Thor sauta dans son panier, tourna 3 fois sur lui-même et s'installa pour dormir. « Bonne nuit, ma fille », murmura Richard en l'embrassant sur le front. « Bonne nuit, papa », marmonna-t-elle en réponse, déjà à moitié endormie. « Je t'aime aussi. » Et en éteignant la lumière de la chambre, Richard sut que ces 3 petits mots contenaient toute la transformation, toute la gratitude et tout le bonheur que 2 âmes solitaires pouvaient trouver lorsqu'elles décidaient de s'ouvrir à l'amour véritable. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne frénétique, mais à l'intérieur de cet appartement qui résonnait autrefois de solitude, une famille dormait en paix complète et absolument certaine d'appartenir exactement là où elle était. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Richard et Gabrielle a profondément touché vos cœurs. Si cette histoire d'amour, de courage et de seconde chance a éveillé des émotions en vous, laissez un « j'aime », abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et vraies comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus beau de l'âme humaine, montrant que l'amour peut transformer des vies et que la famille est bien plus que des liens de sang. C'est un choix, c'est du soin, c'est un sentiment d'appartenance. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui promet de toucher votre âme.